Penser à quelques phrases qui avaient été dites depuis ce matin. Je pensais à Madame Roussel qui disait qu'il y avait quand même une grande différence entre le diagnostic et les préconisations. Et c'est typiquement ce type de problème qui, moi, m'a permis d'avancer qui m'a en tout cas poussé à mener des recherches parce que justement, j'avais l'impression, plus que l'impression, c'est-à-dire que je me retrouvais avec des diagnostics qui clairement portaient des préconisations. Et je vais simplement donner un exemple. Le cas, il porte sur, ça pourrait être n'importe quel terrain, hein, mais en l'occurrence, c'est la carte des hôpitaux en Suisse, la carte hospitalière suisse. Donc, la carte hospitalière suisse, c'est assez simple. Vous avez 300 hôpitaux en Suisse. Et puis, il y a eu un diagnostic qui a été demandé à un bureau d'études qui a quasiment le monopole sur ce type de questions, et qui a répondu, la réponse du diagnostic, c'est il y a 300 hôpitaux, mais 50 hôpitaux, ça suffit. Et donc, comment on devait comprendre cette phrase? C'est-à-dire que la réponse du diagnostic, c'est 50 hôpitaux, ça suffit. Alors d'abord, ça suffit pourquoi? Pour soigner de la même façon, au même coût. C'est quoi les implicites là? Et si ça suffit, ça veut dire qu'il faut le faire? De la façon dont c'est présenté, naturellement, oui, il faudrait le faire. On se dit que ça coûterait moins cher. Je peux vous garantir aujourd'hui que mettre 50 hôpitaux en Suisse et soigner tout le monde, ça coûte beaucoup plus cher qu'en avoir 300 dans les structures actuelles. Parce que les économies d'échelle, elles marchent jusqu'à un certain point, mais après, il y a des économies d'échelle. Donc, c'est assez amusant de voir que même cette solution-là, elle tenait pas bien, quoi. Et je me suis dit, mais finalement, ce matin, j'avais le sentiment aussi qu'il y avait comme un moment, une forme de lutte inévitable entre des producteurs de connaissances très techniques et puis l'habitant citoyen qui, à un moment, il faut faire le diagnostic pour lui parce qu'il n'a pas les outils, il n'a pas la formation, il ne peut pas comprendre de quoi on parle. Et ce qui m'ennuie d'autant plus, c'est que quand on fait un diagnostic, j'ai du mal, moi, à m'imaginer qu'il n'y ait pas du politique dans la construction même du diagnostic. Bon. Je pense qu'on est nombreux à penser ça, mais... donc, je vais juste décrire un dispositif qui a été un peu long à faire, mais enfin, bon, qui fonctionne. Imaginez que vous ayez, alors c'est un canton, alors c'est pas un département en France, mais bon, un canton suisse dont je n'ai pas le droit de dire le nom contractuellement, puisque les données, c'est des données de santé et que je suis censé garder l'anonymat, et donc même la forme, vous ne reconnaîtrez pas où est-ce que ça se trouve. Et donc vous avez un canton existant avec c'est très simple, c'est les densités de population, les couleurs que vous voyez là. Et puis moi, il s'agit de savoir comment on va répartir les hôpitaux. Donc c'est un problème de justice distributive, qui est un des problèmes de justice, il y en a d'autres, mais c'est de la justice distributive. Comment on se partage les choses? Et quand on mène des entretiens avec des personnes en leur demandant comment vous voulez qu'on partage les choses, ils vous répondent très facilement, avec des niveaux de langage différents, mais ils vous répondent très facilement. Et ma question, c'était, est-ce que finalement, si on leur donne les outils techniques, c'est-à-dire s'ils ont les mêmes bases techniques qu'on pourrait donner à un décideur politique, s'ils ont exactement les mêmes bases techniques, est-ce qu'ils sont capables de produire la carte que eux, ils trouveraient juste? Et en fait, ils produisent tout à fait des cartes qui correspondent à leur discours. Alors, je ne vais pas faire un historique des théories de la justice, mais disons que je vais en prendre trois grandes, disons. On va dire les utilitaristes vont s'intéresser à ce que le temps d'accès moyen à l'hôpital, il baisse. Si pour certains, ça coûte cher pour certains, c'est-à-dire si le coût, si le prix, c'est le sacrifice de quelques-uns, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que la moyenne, elle soit meilleure. Ben, les utilitaristes, ils vous produisent une carte utilitariste et vous en avez une. Voilà. Ça, c'est la carte d'un utilitariste. Et elle est optimale.
C'est-à-dire qu'au regard des critères de moyenne, la moyenne qui est là-haut, ce critère, il ne peut pas être amélioré. Il a fait une carte optimale du point de vue utilitariste. On pourrait très bien se dire que c'est son diagnostic à lui. Hein, c'est le diagnostic d'un utilitariste, et ça marche très bien. Et les données, c'est aussi des données vraies, avec des bases de données. C'est construit de la même façon. Si on prend quelqu'un qui est, au contraire, qui est très égalitariste, c'est-à-dire que c'est pas tellement la moyenne hein, qui va regarder. L'égalitariste, il veut qu'il n'y ait pas tellement d'écart entre les gens. C'est-à-dire qu'il veut que la dispersion autour de la moyenne soit le plus bas possible. Et donc, en fait, ça s'appelle faire tendre l'écart type vers zéro. Et ben, quand on est égalitariste, si on veut faire tendre l'écart type vers zéro, alors le CHU, je vous montre où est-ce que ça le place. Si j'arrive à... Ça le place pas du tout en zone urbaine. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la solution mathématique de l'égalitarisme dans l'espace, hein, dans une distribution comme ça aléatoire, en fait, la vraie solution, c'est l'infini. Seulement là, on a mis la limite. Hein. On l'a laissé dans le territoire quand même, on a été poli. Mais en fait, si on veut vraiment un hôpital extrêmement égalitaire en termes de distance d'accès, c'est l'infini. Hein. Ça, c'est sûr, c'est le plus égal pour tous. Il faut qu'il soit très loin pour tout le monde, et c'est mathématiquement inattaquable. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que aussi, on peut se rendre compte, on peut se dire, ah, je porte un discours égalitariste, mais il faut quand même que je fasse attention parce que je le veux vraiment là, ce CHU. C'est vraiment ça que je veux. Donc, bon, il y a aussi des ajustements. Hein. Mais on a quand même, je vais remontrer donc une carte utilitariste. J'ai dit que je ferais court, je ne vais même pas faire la troisième hypothèse qui est John Rawls, mais si, je ferai un John Rawls entre les deux alors. Donc voilà, une carte égalitariste, ça donne ça. Donc il y a le CHU qui est complètement excentré, et en fait, si on rentre dans le détail des différentes structures, les endroits les plus denses sont absolument les moins bien dotés, en fait. Hein. Donc, au fond, il pourrait très bien dire, alors on pourrait faire la somme, cette personne-là pourrait dire, de mon point de vue égalitariste, moi j'ai eu toutes les données, vous n'avez pas à connaître les données parce que moi je suis un technicien, je connais les données, et moi je peux vous dire qu'il faut, sur ce canton, il faudrait faire le total, 48 hôpitaux. 48 hôpitaux, c'est assez. Voilà. C'est-à-dire que de la même façon, quelqu'un pourrait l'assumer. Donc, mon problème, c'est simplement de dire, faisons très attention avec le diagnostic, parce qu'il est forcément porteur de valeurs. Enfin, je veux dire, les indicateurs qu'on veut bien regarder font que on ne produit pas du tout le même diagnostic. Donc, bien sûr, on pourrait imaginer, moi j'en suis pas à vous parler de vote électronique, ou encore que on pourrait l'imaginer. Hein. On le met en ligne, chacun fait la carte qu'il veut et on regarde les cartes que ça fait. Hein. Moi je me limite à des entretiens semi-directifs. Quand on arrive à quelques dizaines, dans mon cas une cinquantaine, on a 50 cartes, voilà, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais encore une fois, il n'y a pas une carte qui est plus légitime, parce qu'on a beaucoup parlé de légitimité ce matin, il n'y a pas une carte qui est plus légitime que l'autre. Disons que si cet expert qui a dit que 50 hôpitaux c'était assez, sur une base qui est, c'est aucune des cartes là, lui ce qu'il a voulu faire, c'est pas regarder les distances, c'est le moins cher possible, et qui est pas vrai en plus, mais bon, c'est pas grave. Mais disons que en termes de légitimité, soit on dit ce qu'a dit l'expert, 50 hôpitaux, c'est assez, c'est légitime, et alors toutes ces cartes sont légitimes, autant l'utilitariste que l'égalitariste. Soit ces points de vue-là, on considère que c'est des points de vue particuliers d'un individu lambda et qu'on n'a pas à le prendre en compte, mais à ce moment-là, où est la légitimité de la personne qui officiellement a produit ce diagnostic? C'est-à-dire, en quoi l'un est plus légitime que l'autre? Et moi, ça me pose un sérieux problème parce que moi, je l'ai faite, ma carte. Hein. C'est difficile, hein, d'ailleurs, parce que je suis
Je suis clairement pas égalitariste, mais je suis pas un utilitariste parfait. Je suis plutôt à tendance rawlsienne, oui, bon, mais pas parfait non plus. Voilà, Rawls, je vais quand même montrer le dernier, comme ça on aura fait le tour quand même de trois grands cas. Mais l'idée de Rawls, hein, ce serait, je le transfère à la carte hospitalière. Il y a deux principes. C'est qu'on essaye d'avoir le meilleur accès pour tous, et que on a le droit de faire un effort, en quelque sorte, une forme de discrimination positive, quoi. On a le droit de faire une différence pour aider ceux qui sont vraiment les plus éloignés dans ce cas-là, ou les plus démunis, on va dire. Parce qu'on pourrait encore questionner, hein, est-ce que les plus éloignés, c'est les plus démunis? Il y en a beaucoup qui ont choisi d'être éloignés, donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu le choix, donc c'est une autre question. Enfin, voilà, je ne vais pas être plus bavard, j'avais dit que je ne serais pas bavard, ça va, je suis encore dans les temps. Voilà, simplement vous dire que alors c'est beaucoup moins ludique du point de vue, c'est juste un modèle, hein, c'est pas. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point les personnes qui ont utilisé ce modèle se sont amusées. Certains, je sais, oui, étaient en tout cas satisfaites parce qu'elles se croyaient pas capables de produire une carte hospitalière. Et d'un coup, elles produisent une carte hospitalière, donc elles étaient au moins satisfaites. Mais c'est une autre façon, disons, oui, de donner des outils à des habitants et de voir qu'en fait, ils sont tout à fait capables de tenir un discours politique sensé, pour peu qu'ils aient les informations déjà. Et souvent, ils les ont pas. Donc, bon. Et ça t'étonne. Non, mais c'est une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire que Emmanuel Roux est parti, mais je sais que c'est une de ces questions. Il dit non seulement on a des diagnostics très nombreux qui se superposent, on en a des masses considérables, mais on a aussi un effort à faire pour rendre ces documents accessibles. Ça ne veut pas dire les vulgariser, hein. Ça ne veut pas dire les vulgariser, parce que ça, j'aime pas cette idée. Mais, les rendre accessibles, quand même, c'est un enjeu, non? Non, mais c'est pas ça. Moi, Ouais. ce qui me stupéfie, c'est qu'on se pose la question de la capacité ou de l'incapacité des habitants à penser leur territoire. Mais oui, donc on fait la démonstration de choses que Aristote décrivait déjà. Plus on est nombreux, plus on a l'intelligence, plus on a la légitimité. D'où vient cette modernité qui a petit à petit arraché à l'habitant sa capacité à pouvoir s'autonomiser, faire du politique et construire son propre devenir. Moi, c'est ça qui m'interpelle dans les diagnostics et les outils d'aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez me trouver très chiant avec mes histoires de savoir, mais la question des savoirs, elle est déterminante là-dedans. Parce que c'est elle qui crée toutes les distances, c'est elle qui nous arrache. Alors c'est par elle qu'il faut revenir dans le jeu. Mais au bout du bout, ce que tu dis est magistral, mais comment on en est arrivé là, collectivement? Et moi le premier, à parler au nom d'eux, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la chose. Parce qu'on parle au nom d'eux, du coup. On s'exprime à la place. Il ne s'agit pas de vulgariser ou de sensibiliser. Les gens, comment dire, par des trajectoires et des formes de vie, ont pas plus de légitimité. Ils ne l'ont pas, ça c'est clair. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas l'avoir. Ils ne l'ont pas par l'ordre politique. Mais ils ont la conscience du monde. Ils habitent ce monde. Je peux quand même rajouter un mot. Ce que permettent quand même c'est pour ça que je ne fais pas d'opposition avec la technique. Je trouve que la technique, elle est très utile. Ils ont une excellente compréhension de leur spatialité. Ils peuvent les décrire. Pourquoi je fais ça dans une journée? Pourquoi je me suis installé là-bas? Tout ça, ils peuvent. Mais c'est plus difficile. Ce que permettent les outils techniques, je donne un exemple très simple. Quand on leur dit, écoutez, je vous montre en fait, si on densifiait le territoire, s'il n'y avait plus que 7 villes, ben, tous les indicateurs s'amélioreraient. Alors que vous soyez égalitariste, utilitariste, en fait, ce serait mieux sur tous les indicateurs. Et ça, ils n'ont pas forcément le vécu de ça. Donc il y a aussi des avantages des outils. La modélisation, disons, elle permet de les mettre dans de se figurer une situation qui pourrait être complètement différente. Là, on leur demandait de placer des hôpitaux en fonction des gens, et là, on leur dit, bah, si on bougeait les gens? Et en fait, on se rend compte que ce serait beaucoup plus simple pour gérer le problème des hôpitaux. Donc, c'est pour ça que je dénigre pas tout l'usage technique qu'on peut faire avec des études, hein, mais parce que justement, ça permet de faire quelques pas qu'on ne peut pas faire si on interroge juste quelle est la carte que vous voulez. On peut aussi leur dire, et si les gens bougeaient? Voilà, ça les implique aussi, donc c'est pas les nier, hein, non plus. Mais ça, c'est aussi des outils que je trouve utiles et qui pourraient être mis plus facilement en œuvre, quoi. Ça nourrirait le débat.
Ça nourrirait le débat, parce que l'idée, c'est pas de dire qu'une carte est meilleure que l'autre. Exactement. Oui, pour compléter aussi cette intervention-là, dans les droits culturels, c'est pareil. On re-questionne aussi les savoirs, comme le savoir descendant, la culture qui arrive en bas. Maintenant, c'est pareil. On replace aussi le savoir de chacun, des personnes qu'on est dans les droits culturels. Et j'ai l'impression qu'il y aurait un parallèle à faire aussi avec cette façon de regarder ça. Moi, je suis perturbée par le mot sérieux derrière jeu. Il m'a questionné parce que déjà, tous les psychologues du développement disent que le jeu, c'est sérieux. Donc, c'est un peu un pléonasme. C'est comme ça qu'on construit sa représentation du monde. Mais c'est pas ça. C'est que, est-ce qu'on casse pas quelque chose d'intéressant dans le jeu en le disant comme ça? Puisque pour moi, dans les vertus du jeu, il y a aussi la vertu de questionner les postures, de questionner aussi le fait, à travers un diagnostic, justement, autour du jeu, on se retrouve dans une position où les cravates tombent un peu et où on peut tout d'un coup aussi s'exprimer autrement, en dehors aussi de sa fonction. Et en disant jeu sérieux, j'ai l'impression qu'on ferme aussi la possibilité de créer des outils qui vont s'approprier, dans lesquels on irait plus joyeusement, justement, travailler sérieusement. Mais c'est jamais présenté comme un jeu sérieux, mais ça relève plutôt d'une famille justement de pratiques qui s'appelle Serious Game et qui commence à structurer ce genre-là de manière suffisamment significative pour que voilà, il y ait eu cette traduction qui est pas très heureuse mais qui est acceptée. Donc c'est plus pour dire que c'est une pratique parmi un panel. Et d'ailleurs en termes de diversité, on en a eu un petit peu aussi d'autres exemples. Donc voilà, mais les acteurs ils viennent jouer tout le temps. Bien, en anglais. Ouais. Non, oui, c'est ça, mais je pense que c'est pas. Disons que. Enfin, j'interprète ce que tu viens de dire, pardon. C'est que, en fait, c'est pas une famille de jeux au sens du monde du jeu. C'est une famille d'activités, de dispositifs dans la production de connaissances. Hein. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a un malentendu, parce qu'effectivement. Et d'ailleurs. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on retrouve, on est très très proche, en fait, de tous les dispositifs de simulation de production de la connaissance. C'est-à-dire le fait de fabriquer un autre monde qui va nous permettre, par sa simplification, par sa mise en œuvre, la mise en œuvre plus facile de processus, d'action, la mise en mouvement de ce monde, parce qu'il est simple, obtenir le même genre de résultat que ce qu'on obtient en faisant soit de la modélisation, soit de l'expérimentation in vitro dans la recherche. Hein. Donc là, je trouve que l'exemple de Jean-Nicolas est très parlant sur le fait que ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que ça a mis 2 ans. C'est-à-dire que pour que ça soit simple pour les habitants ordinaires et pour qu'ils puissent valoriser leur intelligence, leur connaissance, mais aussi leur intelligence sur des choses qu'ils ne connaissaient pas. En fait, il y a eu tout un travail à la fois d'analyse du système hospitalier suisse et puis de travail sur l'interface, de fabrication d'une interface, de telle sorte qu'ils puissent facilement gérer une masse de données considérable qui était très difficile à comprendre même pour les spécialistes. Et que ça soit très simple pour eux. Hein, et donc, je trouve qu'il y a ce renversement. Pour que les choses soient simples pour les habitants, il faut que ça soit compliqué pour les chercheurs. Dans ce cas, alors, la science simplifie le réel et complique la raison, a dit Bachelard. Le micro. Je sais pas, il y a donc un développement algorithmique ou quelque chose comme ça derrière auquel on a transféré la compétence en fait. Non.
Non. Quelque part, si, quand même. Puisque, en fait, Non. ce qui est difficile à expliquer, c'est ça. C'est Ok, le travail qui a été mis pendant les 2 ans dans le modèle. Non, Non. en tout cas, c'est pas un algorithme qui produit des résultats. Enfin, c'est un algorithme évolutionnaire qui nous a permis en tout cas de construire les distances et les distances optimales. En fait, Involutionnaire, vous avez dit? évolutionnaire, c'est-à-dire qu'en fait, il annule les mauvaises solutions. Ouais. C'est-à-dire que si quelqu'un veut une moyenne à moins de 20 minutes, il enlève tout ce qui est pas bon. Donc, il fait que nettoyer par itération. Oui, donc, C'est tout. Il y a bien un outil, Donc- il y a bien un outil professionnel. Vous avez doté d'un outil professionnel les gens, donc vous les avez rendus professionnels, en fait. Ça. Quelque part. Oui, on leur a donné les moyens, voilà. Mais j'allais dire, c'est un outil que je pourrais très bien donner à un décideur. Hein. C'est-à-dire, c'est simplement, c'est pas du tout vulgarisé au sens où ça simplifierait. Derrière, c'est simple. Hein, c'est 1 300 000 hospitalisations, une année d'hospitalisation en Suisse, donc codé sur 140 pathologies, sans compter les sous-pathologies en colonne. Donc ça commence à faire des données, quoi. Puis plus les distances, plus les coûts des hôpitaux, plus les structures des hôpitaux. Donc ça fait effectivement beaucoup de données. Mais on peut bien sûr que je peux expliquer comment ont été produites ces données. Ça c'est pas. Mais je crois pas que ce soit un enjeu dans le sens où ça aurait créé un biais. C'est-à-dire que j'ai pas du tout créé de biais qui empêcherait ou j'ai pas pris en tout cas de décision politique dans la construction même du modèle. Ça, vraiment, je serais pas d'accord d'entendre ça. Moi, je voudrais réagir au coup de gueule de Guillaume Faburel et je suis un peu hallucinée qu'on se dise ah oui, en fait, les autres gens à part nous, ils sont aussi intelligents. Enfin, ça paraît juste évident. Mais par contre, là, il y a quelque chose qui apparaît pas du tout. Où là, les gens, ils sont pas interrogés en tant qu'habitants parce qu'ils croient que c'est pas là où ils habitent. Donc, ils se prennent en externe. Et là, il n'y a pas ce truc de oui, je suis d'accord qu'on implante une prison par exemple, dans le cas du village de mes parents. Oui, on n'est pas contre une prison, mais on la veut pas dans notre village. Et ce point-là, il est vraiment hyper fort dans pourquoi ça bloque dans les projets. Et puis là, il apparaît pas. Donc, on peut pas dire les habitants, en fait, oui, ils sont intelligents. Oui, bien sûr, tout le monde est capable d'analyser quelque chose. Il n'y a pas que nous, évidemment, mais par contre, quand on est impliqué personnellement, et on a toujours, mais aussi les élus, ils ont des intérêts personnels qui faussent les diagnostics, et tout le monde. Donc ça apparaît pas là-dedans, vu que c'est générique comme endroit. Oui et non. Oui, non. Eux, ils savent pas où ils habitent là-dedans, les gens Oui, que tu as interrogés. oui, non. D'abord, il y a quand même des densités, donc ils peuvent reconnaître dans le type d'habitat dans lequel ils sont. Hein. C'est-à-dire tu reconnais à peu près toi, à peu près dans quelle Ouais, zone mais tu c'est vas pas être. pareil de le faire pour quelque part d'autre ou de le faire chez soi, ça n'a Ça, je vraiment suis d'accord. rien à voir. Je me suis posé la question. Bon, j'avais pas le choix. Hein. Contractuellement, il pouvait plus y avoir de Ouais, moi, je toponymes. critique pas ça, je critique Mais il y aurait même les toponymes. Je suis pas sûr que vraiment il y aurait eu cette difficulté-là, parce que on le voit déjà sans les toponymes, il y a déjà hein, des choses qui apparaissent. Par exemple, je vais vous dire une chose, c'est s'il y a une chose que les gens veulent vraiment très près, c'est les maternités. C'est comme ça. Et d'ailleurs plutôt plus de proximité pour les hommes en demandent plus que les femmes. C'est intéressant. Et donc ils veulent que ce soit très près. Et par contre, les hôpitaux psy, alors non, surtout si c'est loin, c'est bien. Hein. On n'a pas besoin que ce soit trop près, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même qu'ils ont déjà une expérience qui n'est pas liée, si tu veux, au fait qu'ils reconnaissent que c'est chez eux ou pas. C'est que quand même, ils peuvent dire quelque chose d'un service, quoi. Ouais, mais la personne qui vit dans un endroit faiblement dense et qui, du coup, va se retrouver par hasard à côté de là où on va mettre l'hôpital psychiatrique, et ben, d'un coup, elle va changer d'avis. Elle veut que ce soit aussi loin de chez elle, même si elle habite loin de là où il y a la densité de personnes. Et donc là, ça bloque quand même. Enfin, il y a quand même des groupes d'opposition au projet, etc. Oui, alors je veux pas rentrer trop dans. On pourrait discuter de théorie, hein, mais c'est le principe du voile d'ignorance aussi. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, si on crée un voile d'ignorance, qui fait que tu vas pas mettre en avant tout de suite ta situation personnelle, mais tu vas essayer de penser la société dans son ensemble et donner une réponse sociétale
plutôt que d'intérêt personnel, donc d'intérêt général plutôt que d'intérêt personnel, bah, c'est une façon comme une autre d'avoir fabriqué un voile d'ignorance, en fait. C'est-à-dire que ça évite en même temps, si tu veux, je comprends que ça puisse être un biais, c'est aussi une qualité, c'est-à-dire que ça t'évite de regarder juste pour chez toi, parce qu'aussi bien, ces gens-là, si d'un coup je leur mets les toponymes, ben, ils vont être surpris. Mais en même temps, ben, ils ont eu le voile d'ignorance et ils ont essayé de penser pour la société ce qui serait bien. Donc ça les pousse un peu à penser pour tous. Donc de ce point de vue-là, je trouve aussi que c'est un avantage. Mais bien sûr, hein, il y a comment dire, une représentation, elle est jamais parfaite. Elle peut pas tout montrer. Elle est donc je repense, je sais pas, je repense à la question des cartes. Hein, c'est aussi la question des cartes, c'est-à-dire que c'est jamais exhaustif. C'est-à-dire que on peut avoir plein de cartes justes. C'est pas les mêmes, elles disent autre chose. Donc là, c'est la même chose. Sur un modèle, il y a des choses qui rentrent pas, et puis, mais on en gagne d'autres. Mais peut-être que celle qu'on perd, tu y es plus sensible. Moi, je suis très sensible au fait que ça oblige à avoir un voile d'ignorance et à penser pour la société dans son ensemble. Et toi, tu es plus sensible au fait que finalement, ils ont du mal à s'imaginer ce que ça va donner très près de chez eux, en fait. Bah, je suis plutôt sensible au fait que pourquoi on doit appeler ça un voile d'ignorance. Parce que par exemple, dans le village de mes parents, où il y a ce projet de prison, bah, il y a aussi plein de gens qui sont pas contre, qui se mettent pas contre le projet. Alors que évidemment, ça donne une moins-value à leur maison, évidemment, ils aimeraient bien que ce soit ailleurs, mais ils sont déjà dans cette vision de société sans avoir besoin du voile d'ignorance. Et d'autres, non. D'autres, Alors, tout à fait d'accord. Et comment Tout à fait d'accord que le voile d'ignorance est pas toujours nécessaire. Mais il y a, je trouve quand même qu'il y a une grande inégalité entre les individus de ce point de vue-là. Mais ça, c'est un avis pas forcément partagé, y compris encore sujet à discussion, même parmi les plus proches avec qui je travaille. Hein. Mais moi, je pense que c'est pas toujours le cas. Mais effectivement, il y a des personnes qui concilient très bien, qui sont capables de bien comprendre la situation personnelle et de prendre une décision, même qui leur est défavorable à titre personnel, mais qui défend l'idée d'une société qu'ils veulent. Et donc, tant pis si pour eux, ça leur coûte un peu cher. Mais comment dire, cette vision très optimiste du citoyen, je la crois inégalement partagée. Mais bon, ça, c'est que mon point de vue. Et du coup, ça pourrait être intéressant de la reconnaître. Enfin, qu'il y a des personnes justement qui font des efforts dans une certaine. Enfin, ça s'applique à tout. Hein. Il y a des gens qui mangent moins de viande parce que la viande Oui. ça pollue. Enfin, mais c'est des faits objectifs, si on veut, je trouve. Il y a des gens qui sont comme ça et des gens qui sont pas comme ça. Et au-delà de utilitariste, égalitariste dans le jeu. J'ai jamais dit gentil méchant d'ailleurs. Hein. Tu as vu, il n'y avait pas de jugement de valeur. Hein. Non, moi non plus, je pense pas. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire avec ça, avec le fait qu'il y a des personnes qui vont rester peut-être dans un certain moment, en tout cas, elles vont être campées sur leur position vis-à-vis seulement d'elles-mêmes. Je peux plus me garer, mais comment je vais faire et peut-être à un autre moment, enfin, disons, pour l'appliquer à ma pratique, j'ai remarqué qu'une fois qu'on a transformé l'espace public et qu'on se rend compte de ce qu'on gagne à ne plus pouvoir se garer là, et ben d'un coup, on n'a plus seulement la vision de ce qu'on perd si on a moins de place pour la voiture, mais on voit ce qu'on gagne, et c'est un mini-exemple, mais ça peut peut-être être une piste aussi de comment passer à cette vision de société, je sais pas. Juste rajouter une chose dans votre échange bilatéral. Il y avait une tierce partie qui voulait. Ah pardon. Non, allez-y. Non, allez-y. Comment dire je crois qu'il y a effectivement une position morale à avoir vis-à-vis des habitants. On est clair, etc. Maintenant, moi, je reste persuadé que il nous faut nous interroger sur notre légitimité politique à attribuer des bons points sur le bon habitant, le mauvais habitant. Et le NIMBY lui-même est une construction du politique. Voilà. Avec ma culture moraliste et naïve, c'est une construction de l'ordre du politique. C'est parce qu'on a refusé la parole que, forcément, il y a des constructions conflictuelles. C'est une notion qui est datée, qui vient de la sociologie normative, 1963 aux États-Unis. On suit sa trajectoire. Il y a une archéologie de cette chose-là. Ça veut dire que tous les gens sont ouverts au monde, qu'il n'y a pas des égoïsmes matérialisés et localisés, mais je crois sincèrement que
tout ça est un fait du politique, fondamentalement. Et qu'il y a spontanément, non pas un amour de son prochain, je ne suis pas religieux pour un sou, mais néanmoins une portée au général du local. Il y a énormément de généralité dans le local, ça embraye énormément. Mais que toutes nos catégories-là ne perpétuent qu'un ordre du pouvoir. Voilà. Il faudrait, grosso modo, coloniser un peu, enfin, ou en tout cas, en instruction collective, essayer de former les consciences à un peu plus d'éveil, un peu plus de connaissances. Pour moi, c'est ça la culture du diag. La culture héritée du diagnostic. Et ça me semble un peu dangereux dans l'ère du politique aujourd'hui. Voilà. Excusez-moi. Bah, moi, j'ai plutôt envie de croire à l'inverse, que la connaissance, justement, permet de s'ouvrir et d'avoir des échanges plus riches. Donc, je crois fondamentalement à l'intérêt de la connaissance avant l'action. Mais après, cette connaissance, c'est selon les projets, selon les territoires, selon plein de choses, elle ne sera pas recueillie de la même façon. Et je pense que l'association de tous au début des processus permet forcément un débat plus apaisé. Si les gens peuvent s'exprimer, ont aussi se mettre déjà d'accord sur, je dirais entre guillemets, une idée partagée d'un territoire, une idée partagée d'une politique. Après, il ne faut pas rêver, on ne sera jamais tous d'accord sur l'avenir. On n'a pas tous les mêmes valeurs, on ne partage pas tous les mêmes envies et les mêmes désirs. Donc il y aura forcément toujours des conflits, toujours des différences. Mais moi, je crois justement que d'abord se mettre d'accord sur un diagnostic, sur une connaissance, sur quelque chose, eh ben, ça permet d'avancer ensemble. Et après, on peut porter des politiques, des projets. Mais d'où l'importance de faire des diagnostics partagés qui associent le maximum de monde dès le début de la démarche, pour déjà se dire, bah voilà, comment aujourd'hui est notre territoire, comment on le voit, comment on le perçoit, qu'est-ce qu'on en ressent. Après, quelle que soit l'approche, c'est une approche artistique, historique, sensible, psychologique, une approche plus technicienne, une approche plus si elle est partagée. Et puis après, forcément, par rapport aux actions. Et donc moi je pense que la connaissance, évidemment la connaissance, elle est toujours dans un cadre avec un objectif. Donc forcément, avant, c'est un peu le biais que vous décrivez. Avant d'aller vers la connaissance, on pose toujours une question qui peut dévier, qui peut impliquer, qui peut affluer. Mais moi, je crois fortement à l'intérêt d'associer les parties dès le début dans une recherche de connaissances et après pour aller vers des projets. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Le seul truc, c'est que c'est totalement asymétrique. Nos cultures éducatives ne sont pas fondées là-dessus. On fait abstraction de 2 siècles d'éducation. Voilà. Moi, c'est ça où culturellement, on n'est pas égaux face au savoir. Ah non, mais entièrement d'accord. Mais du coup, ces véhicules techniques, artistiques, juridiques, etc., sont l'expression de l'ordre du pouvoir. Ce découpage disciplinaire, c'est bien une construction du politique. Donc, cette asymétrie de départ, il faut bien la sous-peser. Je ne dis pas qu'il faut absolument complètement faire table rase. Je n'en ai pas les pouvoirs et ce n'est pas du tout ma manière de penser. Mais si on n'en tient pas compte, se pose du coup la question, mais l'algorithme, il cache quelque chose, mais du coup la carte, elle biaise, elle oriente, vous conditionnez les consciences. Voilà, moi je pense qu'on devrait mettre ça en transparence. Nous ne sommes pas tous égaux d'entrée sur ces questions-là. Et les habitants ont 2 siècles de passifs où ils ont été rabattus sur des petits je ne sais quoi et des quant à soi. Voilà. Je suis désolé, il y a énormément de généralité dans leur discours. Je me tais. Non, j'avais juste Merci. une question à vous poser. Le moment de la connaissance pure serait forcément le premier. Alors, les 4, combien il y en a eu, tous les exposés de cet après-midi partaient sur une autre hypothèse, c'est que ce qui est premier, ça peut très bien être des attentes, des projets, des options donc totalement axiologiques qui ne sont pas de nature cognitive mais de nature éthico-politique. Et moi il me semble que chacun des exposés a montré que c'était très utile pour les autres acteurs qui sont soit les professionnels, soit les politiques professionnels, les politiques instituées. Donc moi je comprends pas ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose ce qui est premier, c'est de mettre dans le coup les habitants tout de suite, mais pas forcément pour avoir un pur exercice de connaissance, c'est-à-dire savoir ce qu'ils veulent. Il me semble que ça, c'est une connaissance pour les autres qui est extrêmement importante. Or, il me semble que tout ce qui a été dit cet après-midi, c'était ça. C'était que finalement, on en sait plus sur ce que les gens veulent. Oui, non, et c'est une sacrée information. Je me suis mal exprimée. Oui, je me suis mal exprimée. C'était plus que je réagissais par rapport à ce côté on réagit en disant chacun a envie des choses. Et justement, pour
c'est connaître leurs envies. Mais la connaissance, pour moi, c'était pas forcément une connaissance de territoire, c'est une connaissance générale qui passe par un partage, par une association de l'ensemble des personnes, quelle que soit cette connaissance. Ça peut être sur le territoire, ça peut être sur les envies, ça peut être sur des projets. C'était plus dans ce sens-là que je le voyais. Je voulais lever ce malentendu. Oui, je suis désolée. Non, merci. Oui, je veux bien, Je mets le micro quand même. Il me semble qu'il y a quelque chose de très important, parce que je réagis à ce que vous disiez, Monsieur Faburel, là. Vous avez dit qu'il y avait un besoin de politisation et que les gens, finalement, on s'était assis sur leur opinion pendant très longtemps. Moi, j'ai le sentiment que ça continue, et même de plus belle aujourd'hui. Donc il faut qu'on soit un petit peu conscient de ce qui se passe. Je vais prendre juste un exemple qui est celui... est-ce que les gens ont un peu de pouvoir par rapport à leur environnement direct? C'est-à-dire ce qui se passe en bas de chez moi, qu'est-ce que je peux y faire? Alors il y a sûrement des cas, des choses qui se passent et sur lesquelles on peut avoir une emprise quand même, je ne dis pas le contraire, mais j'ai un exemple qui est très frappant, c'est celui de la publicité. La publicité s'impose à tout le monde partout, y compris quand elle est illégale. L'affichage publicitaire est extrêmement souvent illégal. Les écrans vidéo qu'on met aujourd'hui dans la rue, chacun d'entre eux, que ça commence dans la rue, il y en a ici à La Défense, parce que c'est un espace privé, donc ils ont pu le mettre là, alors que pour l'instant, dans la loi sur l'affichage en France, c'est encore interdit. Il y en a dans la ville de Bruxelles. Chacun de ces écrans, les petits, ceux qui sont dans le métro, consomment autant que 2 familles françaises en moyenne sur toute l'année. 2 familles françaises, ça fait à peu près une centaine de familles du Burkina Faso, si vous voulez. Et donc c'est un gaspillage absolument monstrueux. Et qu'est-ce qu'on met en face de ce matraquage permanent dans notre environnement, une occupation de l'espace visuel, etc. On met des prétendues vertus d'utilité pour l'économie et d'argent que ça rapporte. Or, si vous regardez les comptes de la RATP, vous voyez que la publicité rapporte moins de 2% du budget de fonctionnement. C'est-à-dire, si vous prenez le budget d'investissement en plus, c'est à peu près 1%. C'est-à-dire que même sans aucune publicité, ce que moi je défends pas personnellement, il y aurait la RATP serait toujours bénéficiaire. Donc voilà. Et donc c'est des réalités qui sont objectives. Ça m'a frappé d'autant plus que là récemment il y a eu une consultation lancée par la RATP, le métro de demain, le métro qu'on veut, je sais plus comment elle s'appelait. C'était un truc un peu ouvert comme ça, participatif. La première suggestion, celle qui a eu le plus de vote par les internautes, de suffrage, voilà, c'était plus de panneaux vidéo, plus d'écrans vidéo dans le métro. La deuxième, c'était plus de publicité du tout dans le métro. Donc les gens détestent ça, ils le disent, on les incite à le dire, et après ça, on s'assoit sur leur opinion de manière systématique. Donc c'est quand même saisissant. Et je pense que c'est un exemple, il y en aurait des centaines. Pardon, juste une anecdote. L'autre jour, dans une gare, il y avait un truc SNCF, donnez votre avis. Est-ce que vous êtes content? Il y avait un bouton vert, il fallait appuyer. Et à la place du bouton rouge pour dire vous n'êtes pas content, c'était connectez-vous sur le site internet, nanana. Et je vous jure, j'ai pris une photo. On ne pouvait même pas appuyer sur le bouton rouge. Il y avait Anna encore. Non. Alors, c'était juste une proposition de vocabulaire pour repérer cette piste dont j'ai parlé, le fait que pas tout le monde a la même facilité de mettre ensemble ce qu'il désire pour lui-même et ce qu'il désire pour la société. Voilà, on a produit 3 recherches sur la justice spatiale. Chacune avait une différente façon d'interpréter cette idée du voile d'ignorance, y compris pas de voile. Et dans toutes les recherches, on a repéré, donc on a aussi laissé les gens parler qu'en tant qu'habitants, demandant quand même qu'elle parle de la justice. Donc elle avait la consigne de politique et la consigne de parler du point de vue de l'habitant. Et donc dans toutes les recherches, donc on a eu, je vais les 3, il y a eu celle de Nicolas où les participants étaient en tant que décideurs, donc plutôt citoyens. Il y avait une où on demandait en France qu'est-ce que c'est une société juste, donc c'était en tant que citoyen, mais si les gens voulaient parler en tant qu'habitants, ils pouvaient aussi. Et après, dans ma thèse, j'ai demandé de parler d'injustice de l'espace dont la personne se sentait habitant. Donc c'était la personne qui choisissait l'espace, l'échelle et la matière et les thèmes, tout. Dans les 3, on a observé
la même chose. Il y a une chose qu'on a appelée pour l'instant capacité éthique, qui définit ce que j'ai dit en premier lieu, la capacité d'articuler le projet individuel et le projet de société. Donc, la plupart d'entre nous ont une capacité éthique assez élevée. On ne fait pas des sacrifices pour reporter la vie qu'on juge éthique. Donc, il y a des gens qui ont plus de mal à faire ça. Cette observation, elle a une chose intéressante, c'est qu'elle ne se résume pas à la connaissance. Elle ne reproduit pas strictement une inégalité socio-économique. Donc, c'est encore un tout début d'explication de comment ça se produit. Mais on a quand même observé que la quantité d'expérience et le signe, positif ou négatif, d'expérience que les gens font de l'espace, que ça compte. Et c'est vrai que quand on va ouvrir, si on ouvre encore plus le participatif, c'est vrai que c'est un vrai enjeu de considérer que ça, c'est un fait et c'est quelque chose qui marque profondément nos sociétés en ce moment. Et voilà, donc c'était juste pour souligner. Sachant aussi qu'il y a toute une dimension qu'on n'a pas encore étudiée, peut-être qu'il y a des études, peut-être que vous le connaissez, qu'il y a peut-être aussi des choses qui viennent des orientations psychiques, qui ne sont pas juste des choses d'expérience, qui sont des traits de personnalité, qui sont des inclinaisons. Donc il y a tout un champ qui reste à explorer. Merci. Moi, c'est juste un mot. Contributif, ça me parle plus que participatif. Il y a une notion plus active, je trouve, dans la décision, dans contributif que participatif. Je voulais juste donner une autre, je dirais, approche de l'espace. C'est le problème qu'on rencontre en France avec l'habitat participatif. Et je veux dire, j'en veux pour preuve qu'il y a une loi, qui est la loi de 65, qui veille scrupuleusement aux droits individuels et surtout à la propriété privée. Et que on a beaucoup de difficultés à créer de l'habitat participatif parce qu'à la fois il y a une lourdeur des structures en réseau qui fait que, je vais dire, ce n'est pas facile. Pour un tas de raisons, y compris celle d'organismes et de la propriété, il est très difficile de sortir, je dirais, de ce carcan. Et je me dis que si on pouvait développer par différents vecteurs l'habitat participatif en est un, mais on sent les lourdeurs. La participation qui est quand même pas énorme en France. Enfin, je veux dire, elle n'est pas si développée que ça. Hein. C'est par rapport à d'autres pays. Moi, j'ai travaillé un peu au Québec et bon, je m'y retrouve pas quand je reviens. Et mais tout ça pour dire que est-ce qu'il y a, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a de la part des habitants, enfin, ce terme citoyens, enfin bon, des réticences parce que, enfin, je veux dire, est-ce qu'il existe des réticences ou pas du tout? Parce qu'on finit même par penser que parce qu'ils le font pas, c'est peut-être parce que ils n'ont pas l'habitude. Enfin, il y a comme une inertie, je dirais, par rapport à cette question. Mais j'arrive pas bien à la situer, voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne transition pour la séance de demain matin, qui va continuer parce qu'on va commencer justement à aborder peut-être de manière plus frontale cette question de la participation avec les interventions de Petra et de Joseph Maria Martin. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des commentaires ou... oui. Juste terminer, c'est qu'il y a à la fois ce côté-là,
Mais je pense aussi que, enfin ça, c'est pas un scoop hein, pour Jacques, c'est que effectivement, je pense qu'on a aussi à faire des avancées dans la connaissance territoriale. Moi, je persiste à penser que le monde complexe, enfin voilà, me pose problème. Il y a des algorithmes, on va avancer, mais est-ce que c'est un éclairage aussi par d'autres cultures, d'autres façons de vivre, autrement que la question de la participation peut aussi faire avancer les ménages de tout le monde, mais je vais dire tous ensemble, avec les habitants. C'est pas seulement les experts, dits experts. Voilà.